au milieu de la tourbière. Je lui ai simplement dit, tant qu'il n'y a pas un panneau interdit, c'est autorisé. On est dans un état de droit. Donc je demande à simplement avoir le panneau. Et ensuite il nous disait, c'est interdit de pique-niquer ici. On a demandé à d'autres personnes, c'est autorisé. Enfin, c'est pas interdit. Donc même marcher là, donc faut respecter bien sûr l'environnement, mais il n'y a pas de panneau d'interdiction. Donc il faut se méfier des gens justement très nerveux qui viennent perturber des rassemblements. Si vous avez été gilet jaune, vous avez dû voir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui infiltrent les mouvements et qui essayent de tout dézinguer de l'intérieur sur des arguments plus ou moins réalistes. Avec des procédures également, ce qu'on appelle la quérulence. La quérulence, c'est quand... Comment ? La procédure matraque. Voilà, procédure matraque. Donc la quérulence, moi c'est un terme que j'utilise beaucoup en France parce que malheureusement, donc on a, vous savez, la quérulence, c'est quand on mène sur un fait plus ou moins réel, on mène des procédures, on n'arrête pas de harceler de procédures. Et donc souvent on a des personnes indignées, comme vous avez eu par exemple dans les Cévennes, le jeune qui a tué donc son patron et son collègue. Visiblement, il avait beaucoup de procédures en cours. Il essayait donc d'avoir justice par rapport à ces formations qu'il n'avait pas suivies. Il avait vu que l'élu du coin facturait des formations dans le cadre de son emploi de contrat de travail, des formations qu'il n'avait jamais reçues. Et donc, il faisait des procédures. Et donc, souvent, ce que font les élus vont ensuite dénoncer la quérulence de la personne, dire il fait trop de procédures, ça sert à rien de faire ces procédures. Et bien moi je dis, maintenant c'est l'État, l'État fait trop de procédures. Si vous êtes gilet jaune, vous avez sûrement eu des PV, si vous êtes sorti en dehors du confinement, vous avez eu des PV, et bien c'est la quérulence. C'est une quérulence d'État, maintenant c'est plus une quérulence des personnes, c'est une quérulence de l'État. L'État qui nous empêche, qui bafoue les droits fondamentaux et qui nous font des procédures abusives. Donc si on continue de cette façon-là, si on renie de plus en plus, s'ils arrivent à renier de plus en plus nos libertés, on va se retrouver vraiment en esclavage. Donc on voit bien les dérives actuelles du pouvoir. On se donne, moi personnellement, on se donne plus qu'aux élections présidentielles pour que ça change. Si aux élections présidentielles, ça ne change pas, si on repart avec Macron pour 5 ans, eh bien c'est ce que je propose, on fera sécession. Donc ça c'est un drapeau. Drapeau de la Savoie. Que l'on a fait avec mon collègue activiste Charlie Vorley, ferme de la Résistance. Quand j'ai dit Savoie, en fait, que ce soit clair, du cas déjà pour moi, est-ce que c'est Savoie, Haute-Savoie? C'est le pays de Savoie, je parle du pays de Savoie, donc c'est forcément Savoie et Haute-Savoie. Donc c'est les Savoies. Non, c'est le pays de Savoie. Il y a un seul pays, c'est la Savoie. Après, il y a une division administrative française, mais qui n'est pas... je vais en parler justement, et je passerai la parole à... comment c'est la souveraine de Savoie, il est où? Non. Il est là-bas. Il faut intervenir là. Voilà, donc c'est Jean-Yves. Pascal. Voilà, Pascal interviendra pour justement vous expliquer, comme il l'a très bien fait à Martine Vonner. Donc il a bien expliqué l'histoire de la Savoie, du rattachement, et qui n'a pas respecté donc les traités internationaux. Donc il vous fera un petit topo là-dessus en 2 minutes. Donc dernier ultimatum, je dirais. L'ultimatum, ça sera donc les élections présidentielles. Et si jamais donc on repart avec Macron, on fera sécession. Mais pour l'instant, c'est l'épée de Damoclès qui est sur, on va dire, qu'on va essayer de mettre sur la tête des candidats pour aller à ces élections présidentielles, leur dire, si vous voulez préserver l'unité nationale française, eh bien, il faut changer de cap et arriver donc à ce que les Français soient entendus. Il faut instaurer, il faut respecter la démocratie directe, parce qu'elle est inscrite donc dans la Constitution. L'article 3 de la Constitution stipule que la souveraineté nationale s'exerce par la voie de ses représentants et par voie de référendum. C'est pas éventuellement, et on met de côté le référendum et on fait que les représentants. Les représentants, ils représentent souvent que eux-mêmes. Là, on a la chance d'avoir Martine Vonner, donc, qui est venue, qui est députée de Strasbourg. C'est la seule qui, dans l'hémicycle, avec son groupe Territoire et Liberté, c'est-à-dire tous les exclus, je dirais, de l'AREM, de toutes ces personnes qui sont déçues par les partis politiques, ont créé donc ce groupe parlementaire, je crois qu'ils sont une petite quinzaine, c'était juste un minimum pour faire un groupe parlementaire. Voilà, je vous expliquerai. Et donc,
C'est à peu près les seuls ostracisés dans l'Assemblée qui justement essayent de redresser la barre. Et donc on parlera tout à l'heure. Moi j'ai proposé qu'il y ait donc un concordat républicain. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui ont une dimension un petit peu nationale, eh bien, se réunissent et ne partent pas séparément aux élections présidentielles. Bien sûr, il n'y en aura qu'un seul qui ira faire la course aux 500 signatures, mais on va essayer donc de fédérer toutes les personnes qui s'indignent justement des dérives de l'État et donc de faire ce concordat républicain et éviter que Jean Lassalle parte tout seul, par exemple, éviter que toutes ces personnes-là, s'ils soutiennent vraiment, ils veulent que la politique change en France, s'ils sont pour la démocratie directe, respecter la Constitution avec le référendum, et donc il faudra donc arriver à fédérer toutes ces personnes-là dans ce concordat. Donc je vais passer la parole à Martine Vonner, ou bien éventuellement... Je voudrais te poser des questions. Donc tu veux poser des questions? Ok, on va faire les questions-réponses alors. Voilà, donc je vais m'approcher de toi. Bonjour, je m'appelle Bernard Claudel, je représente l'Alliance du Peuple. Je suis venu de Cannes, Mandelieu, pour rencontrer Stéphane. Et j'espère que toutes les personnes qui sont là, bien sûr, sont là pour le soutenir. L'Alliance du Peuple, on est une organisation qui n'est pas politique, qui est là pour soutenir le peuple entier et tous les citoyens sur le territoire national qui se présentent à des élections. Il faut que l'ensemble du peuple de France vote pour les citoyens. C'est unique, c'est historique. Il faut que vous le fassiez. Et tous ceux qui ne votent pas, les abstentionnistes, je vous en supplie, prenez en compte ce qu'est en train de faire Stéphane Espic et tous les autres. Alors nous avons la visite, comme je vous l'annonçais, courtoise de la gendarmerie, ici présente. Vous savez que je suis un attrape bleu, je ne sais pas comment dire. Donc j'attire, quand j'ouvre la bouche, quand je suis en vélo, tout de suite j'ai des bleus sur le dos. Donc avant d'avoir des bleus sur les fesses. Non, ils ont toujours été très courtois et c'est toujours très bien passé avec les policiers. Je n'ai rien à redire par rapport à des maltraitances éventuelles, je n'ai jamais eu avec les policiers. Il faut rester courtois, il ne faut pas s'énerver, et puis tout se passe bien. Bienveillance. Avec bienveillance, exactement. Voilà. Ça, c'est les termes de notre ami Bernard Claudel. La bienveillance. Voilà. Mais moi, je suis un petit peu malveillant par rapport à certaines personnes, notamment Macron. J'ai un peu de malveillance vis-à-vis de lui. Ce que je voudrais, c'est te poser comme question, c'est Stéphane, pourquoi tu t'es investi dans cette élection? Déjà, c'est un peu particulier. C'est vrai que pour les élections, moi je suis pas né tous les matins en me rasant. Déjà, je me rase pas, vous voyez. Donc, je pense pas à partir aux élections. Ça n'a jamais été mon fort. J'ai jamais aimé prendre la parole en public, etc. Mais à un moment donné, ça sort tout seul. Quand on a des convictions et qu'on voit qu'on peut faire des choses différemment, eh bien, spontanément, on arrive à parler plus facilement, etc. Donc, moi, je n'ai pas du tout l'intention de faire la politique, mais les événements ont fait qu'à un moment donné, ben, faut y aller. Et donc, c'est en sortant de garde à vue, ça doit être la 17e garde à vue que je faisais, avec 58 heures de garde à vue, puis on cumule avec défèrement au tribunal, donc bon, ça fait 58 heures à peu près. Donc, comme je n'arrêtais pas de dire, il y a l'article 396 du Code de procédure pénale qui stipule, lorsque des personnes ont commis des délits politiques, ils ne doivent pas être déférés devant un procureur. Donc j'étais avec mon avocat, je lui ai pris un autre avocat, on m'avait conseillé un pénaliste. Je lui ai dit, bah, tiens, je vais changer d'avocat, j'avais différents avocats avant, puis je vais en tester d'autres. Et donc je teste cet avocat, un meilleur pénaliste de la place de Paris, et puis je lui parle de cet article 397.6. Et l'OPJ, l'officier de police judiciaire, et puis l'avocat, ben, ils regardent leur code, et puis ils disent, bah oui, en effet, l'avocat à côté de moi, je lui ai fait découvrir ça, c'est Sophia Albert Salmeron qui a déposé la plainte à la CPI, qui avait soulevé ce point particulier. Donc de l'article 397.6, donc délit politique, des personnes ne doivent pas être présentées devant un procureur. Et donc je sors de cette énième garde à vue et je leur dis, bah, comme ils ne comprennent pas que je suis dans la politique et on fait des actions politiques, dans le bon sens du terme, c'est la politeia, c'est-à-dire c'est la politeia, c'est l'étymologie du terme politique, c'est-à-dire c'est l'organisation de la cité et son harmonie avec les autres, qu'il ne faut pas confondre avec la politiquer, qui est l'accession au pouvoir et l'art de s'y maintenir. Le problème de la langue française, c'est qu'elle va associer ces deux noms en un seul nom politique. Et même, on va additionner avec parti. Donc les gens vont confondre politique, politeia, politiquer, parti politique. Donc c'est des choses bien différentes. On fait de la politeia, en tant que gilet jaune, on fait de la politeia. Donc on faisait de la politique. On fait de la politique et maintenant, je ne voulais pas y aller, mais on est obligé d'y aller parce que si on ne se présente pas aux urnes, si on reste en bulletin blanc, le meilleur des menteurs est élu.
Donc il faut forcément y aller. On est obligé de faire de la politique, et on n'est pas obligé de faire des partis politiques par contre. Là aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas créé un parti politique, c'est simplement j'ai un compte de campagne, et donc il sera clos en septembre, et ça va s'arrêter là. Donc je n'ai pas créé un parti politique, mais on peut aller en politique, se présenter comme candidat, et bien pour essayer de changer les choses, parce qu'il faut malheureusement se présenter et se faire entendre sa voix, parce qu'on voit très bien, gilets jaunes, ostracisés, rien dans les journaux, à part les feux de poubelle, etc. Donc là, c'est l'avantage, quand on se présente comme candidat, eh bien, il y a une obligation des journaux d'avoir un peu une parité entre les différents candidats, plus ou moins. Ça dépend, Dauphiné libéré, on aura un entrefilet, ou zéro pour l'instant, zéro pointé. Et puis l'Ofocini, donc vous avez l'Ofocini là qui sont en train de passer de l'un à l'autre, il faudra bien me le rendre à la fin, ou bien vous l'achetez, hein, le Faucini, ça ne coûte pas très cher, 1,80 €. Il est donc en kiosque jusqu'à jeudi prochain. Donc vous avez 3 pages, ils ont fait 3 pages sur nous. Donc il faut arriver à se faire avoir cette certaine visibilité. Pour cette visibilité, si on fait de la politéia comme les Gilets jaunes, on n'y arrive pas. Si on fait de la politiquée, l'accession au pouvoir, eh bien on a plus de visibilité. Par contre, ce n'est pas l'accession au pouvoir pour le garder, c'est vraiment pour rendre ce pouvoir à la population. Et donc c'est pour vraiment respecter la Constitution. C'est-à-dire que si on a un régime présidentiel fort en France, voulu par le général de Gaulle, c'est qu'en face, il a bien mis le pendant de ce régime présidentiel qui est très fort, eh bien c'est le référendum. Et de Gaulle est parti en 1969 avec un 51% de non pour la régionalisation et pour la suppression du Sénat. Il est parti le lendemain. Et donc c'est comme ça qu'un doit fonctionner un chef de l'État français dans une 5e République. Et donc, il ne faut pas parler du RIC, c'est même pas la peine d'aller chercher le RIC, nous avons déjà le référendum. Mais simplement, le problème, c'est que le chef de l'État, c'est un usurpateur, nous avons des usurpateurs depuis Pompidou. Donc, même, il faut savoir que Pompidou et De Gaulle, ils n'étaient pas très copains-copains, c'est pour ça qu'il avait quand même un petit peu viré avant, et il espérait avoir plutôt Le Canuet, qui voulait faire la Société Nouvelle, mais c'était trop tôt, et donc il s'est un peu planté avec Le Canuet. Bon. Mais voilà, donc on a comment dirais-je, c'est pas des politocards à ce niveau-là, parce que c'est pas des tocards de la politique, mais c'est des enfumeurs et des menteurs. Donc depuis Pompidou, avec la fameuse loi donc, de 1973, donc Giscard-Pompidou, donc qui a précipité la dette française, enfin les dettes de l'État, cette obligation de ne pas pouvoir créer de la monnaie pour financer l'État. Donc on retrouve également dans l'Union européenne. Donc tous ces éléments-là, eh bien, prennent leur genèse en France avec cette loi de 1973 Pompidou-Giscard. Ça peut se comprendre sur le fond, c'est-à-dire qu'il faut gérer correctement un État et on ne peut pas faire fonctionner la planche à billets, parce que ça fait de l'inflation, il y a beaucoup d'inflation en ce temps-là. Donc ça pouvait se comprendre qu'il limite les velléités de faire tourner la planche à billets pour un petit pays comme la France, par rapport aux États-Unis qui pouvaient faire tourner la planche à billets, les dollars, ça fonctionnait pour eux parce qu'ils avaient la suprématie militaire. La France ne pouvait pas le faire. Donc pour avoir cette rigueur budgétaire, ils sont obligés de réduire la vitesse de la planche à billets, de la création monétaire. Et donc ils ont mis ce haut-là sur la création monétaire. Mais au final, on se retrouve maintenant, donc 40 ans après, avec une dette insupportable. Et je terminerai là-dessus avant de passer la parole donc, à Martine Vonner. Le plus gros mensonge que l'on a actuellement interplanétaire, c'est la dette financière. Quand vous avez un Macron qui dit « l'argent n'est pas magique », si l'argent est magique, mais il faut qu'il soit correctement édité, que la planche à billets elle tourne correctement, pas trop facilement, mais de façon concertée et avec des budgets plus ou moins à l'équilibre, mais savoir faire du déséquilibre quand il le faut quand on est en crise, et non pas en permanence. Donc il ne fallait pas faire de la planche à billets quand on n'était pas en crise dans les années 60. Mais alors, qui faisait la planche à billets. C'est pour ça que c'était ça vraiment le problème fondamental. Donc maintenant, on voit bien qu'on a des dettes impossibles à rembourser. Ce n'est pas la peine d'avoir peur pour vos petits-enfants pour ça. Ils n'auront rien à rembourser. Si l'année prochaine, on se débrouille bien, on arrivera, au moins pour la moitié de la dette actuelle, à la faire annuler. C'est un trait de plume. Tout ce qui a été créé comme argent par la Banque Centrale Européenne peut être effacé. Il n'y a pas de réelle garantie derrière. Les garanties que prend la BCE actuellement, c'est des créances pourries. On sait que c'est déjà pourri. Donc tout ça, on fait peur à la population pour dire il faut renier vos acquis sociaux, il faut travailler plus, travailler le dimanche, etc. Payez vos impôts et fermez vos bouches, pour ne pas dire autre chose. Donc, voilà, on s'anime de ça. On peut renverser les choses, on peut effacer la dette monétaire créée par la Banque Centrale Européenne, c'est à peu près la moitié.
Et il faut savoir que, j'en terminerai vraiment là-dessus, la contrepartie monétaire, de toute la masse qui tourne monétaire sur nos comptes bancaires, il n'y a que 10% de cette masse qui est grosso modo issue de l'épargne. Entre la dette, quand une banque accorde un prêt, elle n'a en caisse que 10% d'épargne de ce qu'elle a prêté. Elle prête 10 fois plus que ce qu'elle a dans ses caisses. Donc on est dans un mensonge absolu qui nous permet vraiment de pousser à cette politique néolibérale mortifère. Et donc vous avez derrière moi, j'ai toujours pas terminé, je termine après. Vous avez deux drapeaux là. Vous avez donc ce drapeau qui vient du Berliamont. C'est la Commission européenne. Donc nous avons fait une action avec Charlie et d'autres personnes. Nous avons décroché 6 des 27 drapeaux de la Commission européenne. Donc, vous avez 27 drapeaux européens qui sont devant cette commission à Bruxelles. Donc j'ai enlevé les étoiles de la Vierge Marie, parce que bon, je ne vais pas, comme le dit Mélenchon, même si je suis mélenchoniste du tout, mais voilà, il disait, quand il est arrivé dans l'hémicycle, est-ce qu'il était obligé d'être dessous les drapeaux de la Vierge Marie. Bon. Donc on a un pays laïque, donc il y a déjà une fumisterie à la création de ce drapeau. C'est quand même, quand vous allez à la Maison de l'Europe, par exemple à Luxembourg, vous avez la Vierge Marie avec le Jésus dans les bras, et vous avez les 12 étoiles derrière la tête de la Vierge Marie dans la Maison de l'Europe qui se trouve à Luxembourg. Donc il faudra peut-être changer de drapeau, mais par contre vous avez aussi un autre drapeau ici. Alors c'est pas très bien peint, j'arrive pas à trouver, mais c'est le drapeau du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays. 47 pays, c'est vraiment l'origine de l'Europe d'après-guerre. Quand vous avez des résistants qui disent « ouais, mais vous salissez l'esprit de la résistance quand vous déchirez le drapeau de l'Union européenne », il faut leur dire « non, non, nous on respecte le drapeau du Conseil de l'Europe de 1947, mais pas ce machin de 2008 du traité de Lisbonne ou de 1992 de Maastricht. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. » Et moi, personnellement, je suis à ce niveau-là, c'est-à-dire je suis à la Cour européenne des droits de l'homme. La seule chose qu'a fait ce Conseil de l'Europe, à 47 pays, vous avez la Russie, vous avez tous les pays d'Europe, sauf la Biélorussie, qui est une dictature, donc qui n'a pas signé la charte des droits de l'homme, charte européenne des droits de l'homme. Et bien donc, moi je monte, parce que j'ai déjà fait, donc j'ai une vingtaine de procédures, avec mes différentes exactions que je mène directement sur le pouvoir. Et donc, j'ai déjà fait 2 fois donc, cassation, sur un contrôle judiciaire abusif suite à un faux en écriture publique d'un commissaire de police sur le parvis du tribunal judiciaire de Paris. Donc il a fait un faux en écriture, pour lui il faut savoir c'est un crime. Dépositaire d'autorité publique, c'est l'article 441 donc, du code pénal. Quand vous avez un dépositaire d'autorité publique qui fait un faux en écriture publique, sur un PV par exemple, c'est un faux en écriture publique, eh bien il est passible de 3 ans de prison et 150 000 € d'amende. Donc j'ai déjà pas eu gain de cause au niveau de la cassation, après avoir fait appel cassation, en procédure accélérée en référé. Et donc je vais donc présenter d'ici le 20 juillet mon dossier à la Cour européenne des droits de l'homme pour arriver à ce que l'État français respecte les droits de l'homme. Et vous avez Martine Vonner, et je lui passe la parole, qui est également, en plus d'être députée frontiste, je dirais, dans l'hémicycle, également donc siège à la Commission, au Conseil de l'Europe.